This is a unique phenomenon in human history. C'est une crise, comme vous l'avez dit, d'un genre très particulier parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. On est dans l'instant permanent. 300,000 people can die every day from hunger. C'est aussi aux citoyens de dire halte. Je suis surpris par l'obéissance des masses. The importance of forming judgments, the importance of saying, I will wait to see a transcript before I comment. Ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. The coronavirus has had an impact on humanity as a whole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patrick Poivre d'Arvor et Frédéric Becbédé d'avoir accepté de participer à ce nouveau média qu'est Riposte, qui est donc une parole libre, sans masque et sans gants. C'est pour ça que nous invitons tous les participants à lever leurs mains. Don't be shy, raise your hands. Dites tout ce que vous avez à dire à Patrick Poivre d'Arvor et à Frédéric Becbédé pendant le temps Q&A. Qui sera, voilà, vous avez l'habitude maintenant des ordres et de la discipline tous et toutes, donc 20 minutes avant la fin, on va vous laisser la possibilité, sans signer d'attestation, de poser des questions, donc voilà, vous le ferez diligemment, et je vais passer la parole tout de suite à Patrick Poivre d'Arvor, qui va interroger Frédéric Becbédé. Voilà, c'est la première fois que Patrick accepte de jouer le rôle de l'intervieweur, et je lui en suis très reconnaissant. C'est pas évident de faire connaissance par écran interposé, mais j'espère que le courant passera. On se connaît déjà. Voilà. Et le sujet, c'est le rire pendant le Covid, le rire, la distraction, qui a été un peu le thème abordé par le dernier livre de Frédéric Becbédé, et vous aurez l'occasion d'en parler tout de suite. Voilà, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Bye bye. Merci beaucoup, merci Sophie. Bon, c'est vrai que j'étais content il y a 15 jours d'être dans la position de Frédéric. Là, ça va changer et ça me va très bien parce que je pose les questions et j'ai que ça à faire. Et puis après, c'est lui qui répond. Donc, le thème général, c'est repenser le rire et le divertissement pour l'individu dans ce temps de confinement. Bon, ça vous gêne pas si je tutoie Frédéric dans l'avion? Non. Hein, c'est plus encore mieux. Toi, sans masque et sans gants, soyons honnêtes jusqu'au bout. D'abord, tu es confiné, comme nous tous. Toi, tu es confiné dans le sud-ouest, le sud du Pays Basque. Hein? Oui, dans un petit village qui s'appelle Guétari, à 5 km au sud de Biarritz, près de la frontière espagnole. Et puis, en réalité, pour moi, ces 2 derniers mois n'ont pas grand-chose de différent par rapport à ma vie habituelle, puisque je vis ici depuis 3 ans et que je fais un métier d'écriture et de lecture, donc un métier où on est souvent chez soi. Je travaille chez moi, j'envoie des articles à des journaux, je donne des interviews comme ça. Donc, le seul changement, c'est que je ne peux pas aller boire des coups le soir avec mes amis. Ça, c'est quand même quelque chose qui me manque énormément. Donc, c'est un vrai changement. On va en parler, mais je suis favorable à lancer un mouvement de désobéissance festive. Je pense qu'on va avoir besoin de montrer à nos gouvernements que maintenant ça suffit. qu'on a vraiment besoin de se voir. Voilà. Tout à l'heure, il se trouve que moi-même, j'ai signé une pétition pour qu'on retrouve l'accès aux plages, aux sentiers côtiers, aux sentiers de randonnée, aux montagnes, enfin à tous ces endroits qui sont évidemment pas du tout infectés par le virus, où il y a certainement infiniment moins de monde que dans les cœurs de ville. Et je suis frappé de voir quand même que les rebelles, tels que nous définissons, enfin rebelles très, très sages, sont assez peu majoritaires pour l'instant dans le pays. Ça peut basculer, mais pour l'instant, ils sont minoritaires. Oui, c'est la grande surprise de cette expérience planétaire, c'est la soumission des citoyens qui ont obéi
par trouille de la mort, par peur aussi de transmettre un virus à leurs anciens, à leurs parents, aux grands-parents, ou aux personnes âgées en général. Donc, Et par toi, respect tu fais pas pour... l'exception à la règle. Et oui, oui, bien sûr, je ne suis pas du tout je suis totalement obéissant. Je suis un mouton qui a obéi aux ordres d'un pouvoir paranoïaque et paternaliste à la fois. Donc tout ça est très bien. On a respecté 2 mois. On va respecter 2 mois de séquestration à domicile, le cœur léger et avec solidarité et respect, mais pas plus. 2 mois, c'est bien. Autrefois, c'était une quarantaine, 40 jours. Là, maintenant, c'est 2 mois. Bon, je pense que c'est bien, mais après, il faut que ça redémarre parce que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Une vie sans fin », dont le héros ne veut pas mourir. Alors, il fait le tour du monde, il voit plein de médecins, de savants, de scientifiques, un peu le genre d'hurluberlu qu'on voit partout en ce moment dans les médias. Donc, j'en ai interviewé pas mal. La conclusion de ce livre, c'était de dire si on ne meurt pas, si on n'accepte pas cette idée, on ne peut pas vivre. La vie est impossible avec cette peur de mourir. Donc, la trouille que nous ressentons en ce moment nous empêche de vivre. Elle nous a empêchés de vivre pendant 2 mois, et puis maintenant, il va falloir l'accepter, accepter de risquer la mort en sortant de chez soi. Moi, je crois que je suis prêt. Ça y est, je suis prêt. Alors, c'est très étrange parce que, en effet, c'est un thème qu'on peut à peine aborder, pas davantage à la télévision, dans la presse écrite qu'à la radio. C'est-à-dire, voilà, il va y avoir sans doute 40 000 morts des suites du Covid. Mais aujourd'hui, l'acceptation de la mort n'existe plus du tout. La mort n'accompagne pas la vie comme jusqu'il n'y a pas si longtemps. Parce que moi, je me souviens avoir présenté le journal télévisé en des temps où il y avait des épidémies terribles, mais bien plus fortes encore que ce Covid. Et ça faisait des petites brèves en fin de journal. C'est étonnant de voir comment le schéma a changé. Bien sûr. La grippe de 68, il me semble que c'est 1 million de morts dans le monde, 50 000 en France. Ouais. Et il y avait absolument, ça n'était pas un sujet dans les médias. Donc, il y en avait une chose qui a changé. En 57, la grippe asiatique, encore plus de morts, peut-être 4 millions de morts dans le monde. Donc, il y a un phénomène nouveau, sociétal, qui est le refus de ce risque. Tant mieux, ça veut dire qu'on est devenu une espèce différente. On est protégé, on demande au pouvoir de nous protéger. C'est cette société du care dont on a beaucoup parlé à un moment et qui en fait s'est imposée à toutes sortes de pouvoirs, pas seulement en France. C'est ça qui est marrant. Dans des pays autoritaires aussi, dans des pays démocratiques et des pays pas démocratiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le monde maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on ne supporte pas cette idée. Moi-même, je suis hypocondriaque. Moi, j'aime pas du tout la maladie. J'ai pas envie de mourir. J'ai même pas envie de vieillir. Donc, c'est vraiment, je suis très gravement atteint. Mais quel est le prix à payer pour ça? Moi, je suis pas prêt à renoncer à toutes les libertés publiques simplement pour ne pas être malade. Non, ça, je trouve que c'est trop cher. L'addition est trop chère en ce moment. Alors, puisque le thème de cet entretien, c'est justement autour du rire et du divertissement, qui est d'ailleurs au cœur de cet excellent livre que je vous montre, voilà, grâce aux vertus des réseaux sociaux, je vous le montre d'autant plus aisément qu'il n'a pas de titre, donc il m'était difficile mais c'est le dernier livre de Frédéric Becbédé, qu'on appelle assez souvent l'homme qui rit toujours, ou l'homme qui ne riait jamais, ou l'homme qui meurt de rire, ou qui pleure moi, j'aime de rire. bien je trouve que c'est pas mal que ce soit le premier roman dont le lecteur choisit le titre. Voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. Je suis vraiment très ouvert, très, très libéral à ce niveau-là. Je ne suis pas un dictateur du titre. Donc, si vous voulez appeler le smiley, quelqu'un m'a dit l'autre jour le rond jaune, le disque jaune qui rit, enfin, voilà, c'est ce qu'on veut. En fait, c'est un signe, ce smiley, qui est le signe le plus envoyé dans le monde. Je ne sais pas combien de milliards tous les jours. Et donc, a priori, c'est un nouveau langage que tout le monde connaît. Alors, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de parler de s'exprimer avec ce nouveau langage, ces hiéroglyphes créés par
en fait, qui sont assez anciens, mais qui sont revenus à la mode récemment dans le monde entier. Voilà, et créés en général aux États-Unis, dans une vallée où on invente beaucoup de choses. Voilà. Et où on vous pique vos données au passage, d'ailleurs, de ci, de là, qui peut faire d'ailleurs un thème sur ce confinement. Habituellement, on disserte toujours autour de la fameuse phrase on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que là, on peut rire de tout, y compris dans ces temps de confinement? Ah oui, bien sûr. Alors d'abord, moi, je trouve que le rire est absolument nécessaire en ce moment. Plus on a de malheur et plus on a besoin de déconner pour y échapper. L'humour est une soupape, est une façon de s'échapper de sa condition. Et quand la condition est tragique, comme en ce moment, c'est très très important. Ça, j'y crois beaucoup. Mais moi, mon message dans le livre, si jamais il y en a un, parce que je ne suis pas sûr que les romans aient comme mission de charrier un message, mais moi, ce serait plutôt trop de rire tue le rire. C'est ça mon message. C'est pas il faut rire de tout. C'est qu'il y a eu un moment où j'ai eu le sentiment, quand j'étais chargé d'être humoriste sur une grande radio, j'ai eu une lassitude. J'ai eu l'impression que tout le monde, toute la journée, essayait de me faire marrer, d'être drôle, que tout le monde voulait être drôle, et qu'au fond, ça rendait les choses tristes. C'est pour ça que ce personnage, avec son visage grimaçant qui pleure de rire en permanence, je trouve qu'il me fait peur. Voilà. Et donc, j'ai voulu écrire un roman sur cette fatigue du rire, mais évidemment que dans des moments comme ce qu'on vit depuis 2 mois, on a besoin de s'envoyer des blagues, et c'est ce que je fais comme tout le monde toute la journée. Et j'ai remarqué que les blagues qui sont faites sont beaucoup pour tourner en dérision cette absence de liberté et les responsables, comment dire, à la fois la désorganisation, les mensonges et aussi l'absurdité de cette situation. Voilà. Ça, c'est plutôt sain. Je crois que c'est même salvateur. Alors, l'expérience que vous racontez au tout début de votre livre, pendant une petite centaine de pages, c'est justement l'expérience que vous avez vécue à France Inter, où vous étiez l'humoriste, entre guillemets, de service, donc chargé de faire grimacer ou ricaner les auditeurs régulièrement. Puis un jour, apparemment, vous en avez eu marre, ou peut-être que vous étiez un peu fatigué aussi, ou vous aviez, c'est vrai, traîné pas mal la nuit, ou peut-être pas dormi du tout, et vous êtes arrivé et vous avez improvisé une chronique, qui était, comme on dit, borderline, c'est-à-dire vous vous êtes rendu compte tout de suite au regard des journalistes qui peuplaient le studio que vous étiez un peu à côté de la plaque. Moi, je trouvais ça amusant d'arriver avec rien, de voir ce que donnerait 3 minutes de vide intergalactique à l'heure de la plus grande écoute en France. Donc, d'autant que je ne suis pas humoriste. En fait, c'est ça qui est amusant dans cette erreur de casting, c'est de me demander à moi d'être drôle, alors que je suis plutôt quelqu'un d'assez mélancolique et pas tellement un humoriste professionnel, quoi. Alors, c'est-à-dire que si je suis drôle, c'est parce qu'il y a un accident, parce que je réagis à quelque chose, mais pas tellement. Je ne connais pas très bien les techniques des professionnels du comique. Donc, c'était une imposture de m'avoir mis là, et c'était assez, évidemment, excitant d'accepter. J'ai toujours bien aimé vivre des expériences et puis ensuite les raconter dans mes livres. Donc oui, alors cette chronique vide, il y en a eu beaucoup d'autres, hein. D'ailleurs, la directrice des programmes de France Inter a récemment dit que j'en avais fait, que celle-là était merdique, mais qu'il y en avait beaucoup d'autres merdiques, ce qui était, je trouve, très lucide de sa part. Et donc, j'avais... Alors voilà, c'était intéressant peut-être pour moi de vivre ça et de témoigner ensuite, comme je l'ai fait sur mon métier de rédacteur dans la pub, ou comme je l'ai fait sur pas mal de mes activités, en fait. Ma vie diurne et nocturne est le sujet de mes romans. Donc voilà, ce qui me semblait surtout intéressant, c'est de montrer les coulisses, le mode de fabrication, l'angoisse que ça représente pour les humoristes qui sont obligés à une certaine heure de faire rire beaucoup de monde.
Et aussi l'angoisse, mais aussi le sentiment de puissance qu'on a. Et c'est intéressant d'en parler avec vous, Patrick, parce que, bon, là, on se vous voit, en fait, dans la réalité, on se tutoie, mais bon, c'est que on a souvent eu cette conversation. Patrick a été une marionnette des Guignols de l'info sur Canal+ pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être transformé en marionnette, de devoir assumer les propos d'une créature de latex, les vacheries écrites par des auteurs qui tournent en dérision des êtres humains en les transformant en guignols. Et voilà, c'est ce phénomène à la fois, c'est passionnant, je trouve que c'est passionnant parce que c'est toujours passionnant, et je vais arrêter là, pour un romancier, c'est passionnant d'analyser le pouvoir. C'est ce que faisait Balzac, c'est ce que faisait Zola, et je trouve que, sans me prendre pour eux, si le roman aujourd'hui ne s'attaque pas à des nouveaux pouvoirs, comme la pub, comme peut-être la mode, dans un autre livre j'ai parlé de ce sujet, et là comme les comiques professionnels, les humoristes d'État, les fonctionnaires du rire, si vous voulez, eh bien si on ne le fait pas, on ne fait pas son boulot de romancier. Voilà. Alors, ce que ne faisait pas Zola ou Balzac, c'est de se citer en exergue. Ça, vous avez osé le faire. Donc ah oui, une moto-cité, oui. Il y a un garçon que vous connaissez bien qui a tout juste 30 ans, dans un livre qui s'appelle Mémoire d'un jeune homme dérangé, a écrit « Quiconque n'est pas régulièrement à la risée des foules ne mérite pas d'être considéré comme un être humain. » Oui. Ça fait beaucoup de monde là maintenant, non hein. Finalement, des êtres humains, il y en a plus que naguère, non? J'ai l'impression que tout le monde se fout de tout le monde. Oui, c'est ça. Alors, c'est cette espèce de dérision permanente qui m'intéresse parce que moi-même, je suis tout à fait client et, j'ai vécu de ça, du ricanement, et je continue. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant d'analyser, de parler de soi, d'analyser ses propres failles, contradictions, paradoxes. Pourquoi est-ce que la dérision m'a tellement plu? Pourquoi est-ce que ça continue de m'intéresser? Parce que sans doute, je fuis quelque chose. Alors, ça peut être l'angoisse du vieillissement, la peur d'être sincère, la peur de dire des choses trop touchantes, trop personnelles. Alors, on se cache en faisant des blagues. Et c'est ce que je disais en commençant. Là, nous sommes menacés de mort, prisonniers chez nous, et du coup, on a besoin de rigoler pour parler d'autre chose, pour échapper à ça. Parce que si on est toute la journée en train de ressasser, de passer en revue les gens qu'on a croisés en essayant d'imaginer s'ils nous ont envoyé un postillon dans l'œil ou dans le nez, la vie devient invivable. Donc cette dérision m'a permis, moi, d'échapper à des vraies questions. Je finis par quand même les aborder dans mes livres, mais il y a toute une couche de masque à enlever d'abord. Non, on le voit bien. Vous n'avez pas répondu, Patrick, vous m'avez pas répondu sur qu'est-ce que ça fait d'être une marionnette pendant plusieurs décennies. Ah oui, alors la situation était en effet assez spéciale parce que c'était à la même heure. Sur une chaîne, je présentais des informations et je racontais des affaires souvent assez tragiques d'ailleurs, type Covid, mais hélas, bien d'autres affaires encore. Beaucoup de disparitions, de drames de toute nature. Et à la même heure, sur Canal+, il y avait un bonhomme qui était supposé me ressembler. Bon, ça fait bien de penser qu'ils avaient un peu... Non, c'est pas terrible. Non, il n'était pas terrible. Non, franchement, vous êtes mieux. Remarquable sur la voix, puisque, en effet, Yves Lecoq, qui est un ami que j'apprécie beaucoup, vraiment m'avait bien chopé, quoi. Donc, je pense que de ce point de vue, c'était là. Mais en effet, il lisait lui-même des textes écrits par des humoristes, au début d'ailleurs fort talentueux, qui étaient parfois horribles, notamment qui disaient beaucoup de mal des propres dirigeants de ma propre chaîne, ce qui était quand même un problème pour moi et pour eux. Ils ont d'ailleurs entamé quelques petites démarches auprès de moi pour que je les attaque en justice, ces guignols, ce que j'ai refusé de faire. Après, il y a eu d'autres avocats qui, eux, sont arrivés pour me demander de les attaquer en justice juste pour récupérer quelques royalties, puisque en disant, voilà, vous utilisez votre... Là aussi, j'ai refusé de faire. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez dichotomique, quoi, de se retrouver dans deux positions très différentes. Et au fond,
peut-être pas si différentes que ça. J'ai l'impression que ce bonhomme-là, qui s'appelait PPD, il l'avait bien saisi. C'était un sceptique. Il a interrogé les puissants. Parfois, il était un peu sirpon, mais enfin, il croyait pas un mot de ce qu'on lui racontait. Et au fond, il était assez en avance sur l'époque là-dessus. Et pour moi, c'était beaucoup plus que du ricanement. Ça, c'était une prise voilà, un pas de côté par rapport à la réalité médiatique, du pouvoir, etc. Donc, j'ai vécu ça. Ils m'ont pas demandé la permission, bien sûr. Et puis, ils sont restés quand même après mon départ pendant au moins 7-8 ans. Puis un jour, ils ont fini par mourir de leur belle mort, si tant est qu'une mort puisse être belle. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez saisissant parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ait vécu cette espèce de schizophrénie d'animer deux journaux télévisés à la même heure sur deux chaînes différentes. Mais non, mais il y a des marionnettes qui étaient plus cruelles que la vôtre. Par exemple, Françoise Sagan détestait sa marionnette. Oui. On comprenait rien de ce qu'elle disait. Elle avait des sous-titres et elle passait son temps à sniffer de la coke. Johnny a beaucoup souffert de sa marionnette. Sa fille elle se faisait chambrer à l'école sur la marionnette de son père. Donc, c'est quand même... Voilà, c'est intéressant aussi de dire, bon, on rigole, c'est très bien, on se moque de tout le monde, parfait, tant mieux, et on est tous d'accord. Et vive Charlie Hebdo, vive le Canard enchaîné, bien sûr. Mais pourquoi ne pas aussi accepter qu'on puisse critiquer ou simplement analyser l'effet de ces caricatures sur les personnes concernées. Et puis aussi, on peut discuter différents types d'humour. Il y a des humours, on a tous des goûts. Moi, j'ai des goûts, j'aime mieux le non-sens, j'aime mieux l'absurde, j'aime bien le surréalisme, j'aime bien les dessins du New Yorker, j'aime bien le trash de Charlie Hebdo quand c'est vraiment, vraiment très noir, l'humour noir, vraiment le pire. Le tragique de Colombais. Voilà. Ou même quand il y a des crashs aériens, des choses comme ça, inadmissibles, moi j'aime bien. Mais voilà, et d'autres types d'humour engagés politiquement, donnant des leçons de morale, bien pensant, un peu trop toujours sur les mêmes boucs émissaires. Là, je suis moins un bon client. Je peux me lasser. Voilà. Est-ce que le rire est vraiment le propre de l'homme ? En tout cas, c'est quelque chose de naturel chez l'artiste. Je pense que tous les grands artistes ont besoin d'avoir un regard de travers sur la société. Alors, je dirais qu'on distingue les artistes. Ceux qui ont de l'humour me semblent plus intéressants. C'est une forme de distanciation, non pas sociale, mais littéraire ou artistique avec la réalité. L'humour, c'est ça. Et puis, j'aime aussi la satire. La satire, c'est ce qu'il y a de plus français. Molière, Rabelais. Voilà, la méchanceté contre les pouvoirs, contre les puissances, ça, c'est très sain. Et c'est quelque chose qu'on fait bien chez nous, depuis toujours. Donc tout ça, je le respecte, moi. Et mon livre, d'ailleurs, qui s'attaque au rire, est une satire. C'est une satire de la satire. C'est très schizophrène et paradoxal et bizarre, mais j'ai eu l'impression à un moment qu'il fallait le faire. Il fallait se moquer des moqueurs. Il fallait en fait revenir au principe de base des frères Lumière, l'arroseur arrosé. Si tu te fous de la gueule des autres, accepte qu'on se foute de ta gueule aussi à ton tour. Voilà, ça me paraît bien. Alors, tu parlais des artistes. Bon, nombre d'entre eux sont quand même d'abord passionnés par leur nombril et n'ont pas recul les normes vis-à-vis d'eux-mêmes, de la célébrité ou de je ne sais quoi. Et d'autres sont torturés. Alors là, on ne peut pas dire qu'ils aient exprimé le rire d'une manière très, très violente. Les artistes décalés, pour reprendre ton expression, il n'y en a pas tant que ça, que ce soit des écrivains ou des peintres ou des sculpteurs. Moi, j'ai une attirance pour les gens capables d'auto-ironie. Je trouve que en littérature, j'aime les auteurs qui sont capables de ça, qui sont capables de dire je, mais pas pour dire je suis un héros, mais plutôt je suis un loser, ou je suis un anti-héros, ou je suis minable.
C'est vrai que alors peut-être que c'est une maladie de ma part, une nouvelle forme de virus, mais j'aime cette... parce que ça n'empêche pas d'être narcissique. Je pense que je suis un écrivain totalement nombriliste, hein, mais je m'abîme le nombril suffisamment pour que ce soit digeste. Et puis je pense que on apprend plus sur soi quand on écrit, quand on se moque de soi. Mais voilà, c'est un peu le problème que j'ai eu à un moment avec certains humoristes, c'est cette impression qu'ils ont un message à faire passer, qui est politique, un message, je sais pas très bien, d'une sorte de morale, et que pour moi, j'ai trouvé ça assez indigeste, insupportable. Je préfère qu'on se moque de soi. C'est la base de départ, voilà, pour moi, de l'humour. Toi qui connais bien l'histoire de la littérature, il y avait quand même, naguère, dans la littérature, mais aussi dans le débat politique, il y avait une violence avant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, n'en parlons pas, qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en revanche, tout le monde part avec son pistolet à eau, tire un peu souvent dans la même direction, avec les exercices imposés, les gens qu'il faut détester, les gens qu'il faut aimer. Mais finalement, ça fait souvent pchit parce qu'on l'a entendu partout et que ça ne blesse pas. J'ai le sentiment, en tout cas, que ce soit d'ailleurs le rire ou l'insulte. Oui, alors bien sûr, quand on revoit quand on relit les textes des discours politiques et des débats politiques d'il y a un siècle, c'est d'une telle violence. Moi, je regrette pas qu'on en soit sorti de ça. Je suis pas tout à fait d'accord parce que ça dépend des endroits. Il y a des endroits, par exemple Twitter, moi je n'y vais pas parce que je trouve que c'est trop insupportable. C'est une telle agressivité, c'est vraiment un nœud de vipère de gens qui s'injurient, qui anonyme en plus. C'est assez terrible. Donc je suis pas pour qu'on aseptise les débats, mais je pense que voilà, il y a des choses qui me font plus rire que d'autres. En fait, c'est tout simplement ça. Je cherche pas d'ailleurs à donner de leçons, puisque justement, je suis contre les donneurs de leçons. Donc moi, je parle que de moi-même. Hein. J'ai des attirances, j'ai des goûts, j'ai des choses qui me font sourire ou rigoler, et puis d'autres qui me. Vous savez, je trouve que quand on rit, le rire déjà, c'est un processus où on respire plus, on n'arrive plus à respirer. À un moment, on étouffe, quoi. Si on rit trop, on peut mourir de rire, mourir étouffé. Et mon héros, le personnage de mon livre, c'est ça son problème. Il est asphyxié par le rire. Voilà. Alors donc, ce livre, je le rappelle, publié chez Grasset, un petit peu avant le confinement, heureusement. Donc, il a eu le temps d'avoir sa vie, contrairement au mien d'ailleurs, qui est sorti, que je vais montrer d'ailleurs au passage, toujours chez Grasset, mais qui est sorti 4 jours avant le confinement. Ah oui, est-ce qu'il sera... Mais il sera disponible en juin, quand les librairies vont rouvrir. Oui. Si un jour les librairies rouvrent, ce qui devrait être le cas d'ailleurs à partir de lundi, j'espère, pour nous tous, hein, pour les écrivains et puis surtout pour les lecteurs. Simplement juste sur le confinement, est-ce que tu penses que l'homme ou l'être humain va en sortir meilleur, différent, ou est-ce qu'il va tout de suite reprendre ses mauvaises habitudes? Alors moi, pour une fois, je vais dire quelque chose d'optimiste. J'ai l'impression que beaucoup de gens autour de moi ont fait une expérience, voilà, de simplicité, de ralentissement. Ça fait longtemps, peut-être une trentaine d'années. Oui, le rapport du Club de Rome en 72 disait que la croissance infinie était impossible sur une planète dont les ressources sont limitées. 72, hein. Bon, ma petite personne, dans 99 francs, j'ai dit exactement la même chose. Trop de consommation, d'hyperconsommation, de frénésie est en train de bousiller la planète. Puis ensuite, vous avez Greta Thunberg qui m'a plagié. Bon, donc tout le monde dit la même chose depuis 40 ans, en gros. Et là, on a une expérience, pour la première fois, où un virus, a appuyé sur le bouton pause de cette machine que personne ne pouvait arrêter. Parce que on sait
on sait que ça pollue, que les avions polluent, je ne vais pas répéter tout ça, le plastique dans la mer et compagnie. Là, pour une fois, on a pu voir ce qui se passait quand on appuyait sur pause. Et j'espère qu'on en tirera des leçons, parce que si ça servait à rien, c'est dommage. On s'est quand même un petit peu... Voilà, ça a été pénible, ça a été difficile pour beaucoup de gens de rester chez eux. Alors, autant que ce soit utile. J'espère que peut-être, du coup, on prendra un peu moins l'avion, on va peut-être apprendre à avoir une vie sociale et, comment dire, plus de proximité avec les gens autour de soi, plus de consommation de produits proches de soi aussi. Des choses que tous les babacools disaient en mai 68. Il y a rien de nouveau. Est-ce que le consumérisme forcené, tel que tu l'as d'ailleurs moqué dans 99 francs et dans d'autres livres, ce consumérisme qui fait que finalement tout le monde prend sa voiture pour aller dans des supermarchés souvent très éloignés des cœurs de ville et d'ailleurs au passage entraînant la ruine de pas mal de petits commerçants. Est-ce que tu penses que les gens vont commencer à regarder autrement leur façon de consommer? Je ne vais pas avoir l'air de faire des vœux pieux. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que c'est moins cher, parce qu'ils n'habitent pas forcément près des magasins. Et donc, c'est tous ces problèmes de transport qu'il faut résoudre. D'ailleurs, la crise des Gilets jaunes est née d'un problème de diesel, de prix du carburant. C'est vraiment le nœud de la guerre, c'est le transport. Donc, si on veut, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde, par exemple, puisse rouler en voiture électrique, mais avant que ça soit possible, il y a 1000 problèmes à régler. Mais en tout cas, on a pu voir ce que c'était que la décroissance. On vit une période aujourd'hui de décroissance massive. Tous les théoriciens de la décroissance, il y a même un journal qui s'appelle La Décroissance, jamais ils n'auraient pu imaginer une chose pareille. En 2020, on va vivre une année de décroissance. C'est une utopie qui est maintenant une réalité. Alors, est-ce que ça peut faire autre chose que des millions de chômeurs et de gens dont la vie est foutue et tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire que ça soit positif pour l'environnement et pour l'humanité? C'est tout le pari des mois à venir. Tu es à Guétari, donc tout près de Biarritz, depuis maintenant 3 ans. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un certain nombre de gens qui vont quitter justement les grandes villes à la faveur de cet épisode assez dramatique du Covid, mais en même temps, s'ils y pensaient pour un certain nombre d'entre eux, est-ce qu'il peut y avoir un rééquilibrage de cette espèce de grand Paris obèse, 12 millions d'habitants, et parfois de déserts ruraux, et de découverte d'une autre façon de vivre? Ah oui. Je l'espère. En tout cas, moi, ça a été mon choix. Mais c'est très, très compliqué à organiser. J'ai mis 10 ans à l'organiser. Il fallait que je quitte un certain nombre de métiers que je faisais à Paris. Il a fallu que je divise mon revenu par 3, que j'accepte, que je m'organise pour vivre autrement. Mais ça a été un projet qui a pris des années. Là, il y a effectivement beaucoup surtout des Parisiens qui se sont aperçus non seulement qu'ils avaient une vie de con, mais aussi qu'il était possible de travailler à distance, de vivre plus calmement, plus sereinement, plus sainement ailleurs que dans cette grande ville. Mais il y a sûrement d'autres, ça doit être vrai pour d'autres habitants de grandes villes en France. Moi, je ne suis pas un prophète ni un homme politique. Je vais pas conseiller aux gens de faire comme moi. Mais c'est vrai que je trouve le concept de ville n'a plus de sens aujourd'hui. À partir du moment où on peut technologiquement faire ce qu'on est en train de faire là, se parler tout en se voyant et éventuellement travailler avec cette technologie-là, je critique beaucoup d'aspects d'Internet, mais là, je suis obligé de dire que c'est quand même un progrès. Je suis là, j'ai un jardin, je suis au bord de la mer et je peux discuter, travailler. Ça ne change rien à la qualité de mon boulot, j'espère. Sauf si ce que je dis là n'a aucun intérêt, c'est possible. Mais je trouve que cette innovation technologique devrait avoir pour conséquence la fin des villes, la disparition des villes. Voilà. Encore plus si régulièrement des épidémies
nous contraignent à nous protéger des autres. Alors là, ça a encore moins de sens d'avoir créé des villes pour entasser les gens. Alors Frédéric, ça fait maintenant 40 minutes que nous dialoguons et on s'était engagé avec Sophie à pouvoir écouter des questions de ceux qui nous ont entendus pendant ces 3 quarts. Je suis prêt pour les questions. Là, je suis non pas sur le divan, mais contre mon lit. Parfait. Alors, on va... Ron. Oui. Alors, Ron veut nous poser une question. Vas-y, Ron, c'est à toi. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Becbédé, pour ce webinaire. Alors, une petite question rapide pour revenir à ce que vous avez dit plus tôt. Comment peut-on faire en sorte que le débat public et les différentes chaînes radio et télé se débarrassent du ricanement permanent? Non, mais moi, j'ai jamais. Je prône pas la disparition des humoristes. Oh là là, loin de moi cette idée. Je pense simplement que c'est devenu tellement omniprésent que peut-être ça abîme les parties d'information sérieuses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les Guignols, il y a marqué dessus les Guignols. Le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo, il y a écrit Charlie Hebdo. On sait qu'on va voir de la déconne. Quand Patrick Poivre d'Arvor présentait le JT de TF1, il n'y avait pas un humoriste au milieu en train de faire des blagues avec les invités politiques qui s'exprimaient. Il n'y avait pas un type qui débarquait pour faire des dessins comiques. Ça aurait pu, mais ça n'existait pas. Dans la matinale de France Inter, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui viennent parler d'une réforme, par exemple, ou de choses importantes, puis juste après, quelqu'un qui dézingue totalement tout ce qu'ils viennent de dire. Ou alors, vous avez des infos, on apprend quelque chose de très grave, et puis vous avez une chronique de 3 minutes qui tourne en dérision la tragédie qu'on vient d'apprendre. À la fois, c'est peut-être nécessaire, mais est-ce qu'il faut vraiment mélanger les genres à ce point? C'est une question que je pose, mais je n'ai pas forcément la réponse. Mais je ne suis pas pour qu'on supprime les blagues, au contraire. Moi, sinon, je ne pourrais plus vivre. Merci Frédéric pour la réponse. Merci Ron. On a Jean-Paul. Alors Jean-Paul. Jean-Paul? Oui, bonjour, vous m'entendez? Le monde me parle. On vous entend. Écoutez, merci beaucoup Monsieur Becbédé pour votre présence très naturelle, je veux dire. Et j'ai une question au sujet de vos livres. Que j'ai beaucoup apprécié. Et l'effondrement des tours le 11 septembre vous a donné l'idée d'un livre, Windows on the World. Est-ce que cette crise du Covid-19 va vous inspirer aussi? Et plus généralement, est-ce que vous pensez que le confinement va être une période féconde pour la créativité? De la même façon que les crises ont toujours généré beaucoup de créativité en littérature. Oui, alors j'ai vu en tout cas les quelques carnets de notes de confinement ou les journaux du confinement qui ont été publiés dans la presse. Pour le moment, je n'ai pas été estomaqué. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de lieux communs et que c'était visiblement des gens qui ne vivaient pas grand-chose d'intéressant et qui n'avaient pas grand-chose à dire, tout simplement. Quand on est enfermé chez soi, bon, il y a des chefs-d'œuvre du confinement, hein. Il y a Le voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, les carnets du sous-sol de Dostoïevski, qui sont des chefs-d'œuvre justement de claustrophobie, ou d'éloges de la séquestration. Et c'est vrai que moi, je pense que tous les écrivains sont des confinés volontaires, donc ce sont des gens plutôt qui aiment ça, qui aiment cette situation. Alors, est-ce que ça va les inspirer plus que d'habitude? Disons que je suis inquiet, moi. J'ai un peu peur de voir déferler des livres très ennuyeux, tous pareils, avec des personnes qui se lamentent, se plaignent. Voilà. La seule chose en tout cas, à titre personnel, qui pourrait m'inspirer, c'est si ça durait. C'est-à-dire si, pendant les années à venir, on devait porter des masques et rester à distance des autres, à ce moment-là, j'aurais envie de raconter l'histoire d'un dragueur qui a envie de baiser. Et comment faire dans un monde où tout le monde est masqué et où tout le monde a des gants et doit rester à 1,50 m? Ça pose un vrai problème, là, pour le coup, pour le séducteur, le personnage de Don Juan, dans une époque confinée ou dans une époque de pandémie. Ça me semble, en tout cas, là, un sujet qui m'amuserait. Ouais. Alors, justement, vous avez pris la question de Anissa.
Anissa, je vous en prie. Oui, alors moi j'ai une question très importante. Comment on va faire pour draguer en boîte avec le masque, les gants et à 2 mètres de distance? Vous avez des conseils à partager? Je me pose la question. Je me pose la question. D'abord, je suis inquiet parce que je constate que tous mes amis disc-jockeys sont sur la paille, à part David Guetta, parce qu'il n'y a plus de fête depuis mi-mars. Le gouvernement, d'ailleurs, n'a pas parlé de cette profession menacée et de ce grave problème qui est la fermeture des discothèques. Que va-t-il se passer à Saint-Tropez cet été ? Comment vont vivre les Espagnols à Ibiza ? Qu'est-ce qui va se passer à Ibiza ? On va se mettre à quoi ? À jouer aux cartes ? Sérieusement ? Vous imaginez des clubs de bridge à Ibiza ? Donc, je suis inquiet. Et alors, pour ce qui est de la drague, ce qui est embêtant avec le masque, c'est que on peut trouver une fille très, très, très sexy avec un masque, et puis à un moment, si elle l'enlève, on n'est pas certain que... Voilà. Pas certain que peut-être on va avoir des mauvaises surprises, et pour les femmes avec les hommes aussi. Frédéric, si je peux faire une petite incursion très rapide, tu parlais de Don Juan, par exemple, de Don Juaniste. Un sujet que vous connaissez bien, Patrick. Non, parce que oui, j'avais écrit un livre sur la mort de Don Juan, mais en fait, à cette époque-là, ils avaient tous des masques. La plupart du temps, ça se passait avec des balles masquées, il y avait toujours des quiproquos sur Mozart, c'est en permanence. Oui, c'est vrai. Donc, ils réussissaient quand même à se travestir en permanence et parfois à changer d'ailleurs de sexe. Oui, c'est vrai. C'était possible. C'est pour ça que je disais, c'est pour ça que je disais que c'est sans doute quelque chose qui peut m'inspirer ou qui peut inspirer un écrivain un petit peu, disons, un disciple de Marivaux. Vous voyez, imaginez des scènes de drague avec masque FFP2. Est-ce que PPDA est compatible avec le FFP2 ? C'est ça la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Un bon titre. Alors, une question un peu justement connexe avec celle de Anissa, celle de Emmanuel. Oui, c'est vrai que c'est une question en fait qui rejoint un peu celle d'Anissa, tout à fait, dans le sens où moi je me demandais quel serait l'avenir post-Covid-19 des sorties culturelles, c'est-à-dire théâtre, cinéma, parce qu'au final on va nous imposer ces mesures de distanciation physique et sociale, port du masque et gants, et comment on va faire pour aller se marrer, voir une pièce de théâtre avec finalement ce climat assez anxiogène. Je trouve que, alors moi, si on me demande mon avis, je trouve que ce climat est catastrophique. Je trouve qu'on a sacrifié le théâtre, le cinéma et toutes les distractions, tous les rassemblements, toutes les distractions sociales. J'espère que ça en valait la peine. J'espère vraiment qu'ils savent ce qu'ils font, parce que les conséquences sont absolument dramatiques, mais vraiment sur toutes ces professions. Donc, à un moment, quand je disais que je voulais lancer un mouvement de désobéissance festive, c'est aussi aux citoyens de dire halte. Je suis surpris par l'obéissance des masses. 5 milliards de gens qui font ce qu'on leur dit. Ça me surprend parce que ça n'a jamais été possible à aucune autre époque. Donc, c'est peut-être le pouvoir d'Internet, le pouvoir de la peur. La façon dont ça a été présenté est très, très intelligente sur le plan publicitaire, puisqu'on dit aux humains, non pas qu'ils risquent de mourir eux-mêmes, mais qu'ils risquent de mettre en danger les autres, et notamment les personnes âgées. Alors évidemment qu'à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour sacrifier toutes les libertés, y compris la plus importante des libertés, celle d'aller dans une salle regarder une pièce de théâtre de Molière. Donc, je compte sur les 4 auditeurs de ce séminaire pour résister. Le moment est maintenant venu. Je lance l'appel du... Quel jour sommes-nous ? Le 3 mai. L'appel du 3 mai. Voilà, je lance l'appel du 3 mai. Citoyens du monde, vous avez obéi sagement aux ordres de tous les pouvoirs
le pouvoir sanitaire, le pouvoir politique, le pouvoir médical qui vous a dit de rester chez vous. Vous l'avez fait très bien pendant 2 mois. Maintenant, stop. Il faut refuser, il faut exiger de pouvoir profiter de toutes les libertés, d'aller et venir. L'appel du 3 mai est très important. L'appel du 3 mai est très important, oui. Je crois que ça y est, il faut prendre conscience de ça. On ne peut pas prolonger cette situation trop longtemps parce que le prix à payer est trop cher. C'est la fin pour sauver des vies, oui, mais c'est la fin de la civilisation. C'est une autre façon de voir l'application Stop Covid. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le journal du dimanche, a été dévoilé justement un pré-plan concernant des sujets qu'on connaît bien, la culture, le théâtre, les spectacles, le cinéma, etc., où les gens seraient assis à 2 rangées ou 3 rangées, 3 fauteuils l'un de l'autre, où ils seraient masqués. Est-ce que c'est possible que des humoristes, mais aussi des acteurs, on parlait de la Comédie Française, la Maison de Molière, puissent se produire dans ces conditions? Est-ce qu'on va retrouver de la joie, du bonheur et de la convivialité? Ça me paraît fou. Je crois qu'il faut... en tout cas, en ce qui concerne mon dernier film, dans la salle, il y avait à peu près ces conditions-là de sécurité. Hein. il y avait une personne tous les 5 rangs. Donc il y a beaucoup de films français qui ont déjà des conditions de sécurité de ce genre, sans le savoir. Mais non, bien sûr qu'on a besoin d'être proches les uns des autres pour profiter, pour manifester, pour rire ou être émus ensemble. Et c'est bien ça l'idée de tous ces spectacles, c'est de rassembler des gens et c'est parce qu'on est nombreux et à vibrer ensemble que ça a un intérêt. Sinon, on n'a qu'à tous rester chez soi devant Netflix ou devant Zoom. Non, Zoom, c'est vraiment une initiative momentanée. En fait, derrière, c'est facile de dire ça. Évidemment que c'est facile de dire ça. Je préfère être à ma place qu'à celle d'Édouard Philippe. D'ailleurs, vous remarquerez que ma barbe est en meilleur état. Ça blanchit aussi. Oui. Ça commence, mais disons, ça blanchit, mais d'une façon un peu plus normale. Mais non, ils ont un arbitrage à faire qui est terrible entre le risque que des gens se contaminent, tombent malades et meurent, et puis le risque de foutre en l'air des siècles de civilisation, d'intelligence, de raffinement, de sophistication, de plaisir, de liberté, de culture, de littérature, de peinture, de théâtre, de musique, de cinéma. Bon, à un moment, il y a 2 trucs dans la balance. J'ai peur qu'on ait sacrifié beaucoup pour cette crainte de la mort. Je pense aussi. Alors, on va prendre quelques questions à l'écrit. Julie Mauchamp, peut-on être désobéissant responsablement? Oui, c'est une bonne question. J'ai moi-même envie d'organiser une fête là. Donc, c'est une fête de désobéissance festive. Et je pensais que peut-être on pourrait demander à tous les participants de signer une attestation, comme quoi ils ont respecté le confinement, que quand ils sont sortis faire des courses, ils ont mis des masques. Peut-être tester les gens, si les gens sont testés avant et qu'ils sont tous dans le même état de bonne santé, à partir de là, tout le monde ayant signé ce certificat, peut-être qu'on pourrait s'amuser comme dans le monde d'avant. C'est une possibilité, mais je pense qu'il y a des tas d'idées à trouver. En tout cas, il faut qu'on puisse trouver des idées, parce que sinon, on va crever d'ennui. C'est une autre maladie, vous savez, c'est une maladie très dangereuse. Ça s'appelle la dépression nerveuse. On en meurt aussi, hein. Moi, je vais vous aider à organiser cette fête. Non, vraiment, parce que j'ai aussi plein d'idées sur ça. Et il y aura un formulaire de respect du confinement et aussi le MeToo, tout ça. Enfin, il y aura tout un truc qui sera regroupé. Et puis comme l'a dit Patrick, un bal masqué, c'est merveilleux. Un bal masqué comme le carnaval de Venise, avec des masques suffisamment grands pour distancier, même protéger des miasmes d'autrui. Vous voyez, des sortes de masques comme dans Eyes Wide Shut, vous voyez là. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je pense on en reparlera à la fin, mais moi, je veux vraiment organiser ça. Vous me posez des questions sur l'organisation de mon anniversaire qui tombe à l'eau
Et donc, du coup, c'est une très bonne idée. On va faire ça en grandeur France. Alors, l'anniversaire, c'était censé être le 26 juin, mais malheureusement, hélas. Le 26 juin, non, le 28 juin, ça devrait aller quand même. Oui, non, mais personne ne va vouloir venir. Vous me brisez le cœur. Vous voulez dire qu'on va devoir attendre jusqu'à quand? Je ne sais pas. C'est vous, c'est en France. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut attendre le 11 mai, c'est une décision politique. Enfin, ensuite, il y a le 2 juin. Enfin, il y a 100 km, il y a plein de règles. À chaque fois, voilà, c'est assez complexe à comprendre. Donc, bon, on reparlera de ce mouvement de désobéissance festive, mais je pense que c'est très important, le 3 mai. L'appel du 3 mai. Oui. L'appel du 3 mai. Alors, j'ai une autre question un peu plus sérieuse de Raphaël. Et l'Afrique dans tout ça? À l'heure où tous les pays veulent s'autonomiser de la Chine, pourquoi ne pas créer un vrai partenariat de production avec l'Afrique, ce qui réglerait beaucoup de problèmes? Alors, le principe de ce type de conférence est très intéressant, mais il a toujours cet écueil, c'est qu'on pose à des gens totalement incompétents des questions très sérieuses, et généralement, ils répondent, mais je préfère pas répondre quand je n'ai pas la réponse. Franchement, alors là... Ouais, dire s'il faut produire en Afrique ou en Chine, là non, voilà, on touche mon principe de péteur là, le seuil d'incompétence. Je suis d'accord. Alors, Samy Alouche, qu'en est-il de votre projet, le filtre? Vous connaissez ce projet? Mais c'est secret, donc je peux pas en parler. Ce serait pas drôle. Mais j'ai effectivement un projet nommé le filtre. J'aime bien ce nom parce que il y a quelque chose de mystérieux, le filtre d'amour de Tristan et Iseult. Ça fait penser au spectre, le méchant dans James Bond, le filtre. Donc je laisse planer le doute et le suspense si vous ne m'en voulez pas. Alors, est-ce que vous pouvez poser votre question, Odile? Oui, bonjour. Je suis très heureuse d'avoir en face de moi, je suis très admiratrice de ce que vous écrivez, de vos livres. C'est toujours une délectation pour moi d'ouvrir un de vos livres. Bon, j'aime beaucoup la grande littérature, mais j'aime vos livres parce que... Parce que ça n'en est pas. C'est pas que ça n'en est pas, c'est un mix. Et moi, je vais vous poser une question qui vous regarde complètement en tant qu'écrivain. Déjà, j'étais intéressée par le personnage un peu récurrent d'Oscar Parengo, qui est dans plusieurs de vos bouquins. Et je me disais, bon, la question bateau, est-ce que c'est vous? Est-ce que, à l'image des héros récurrents de la littérature, les Solal, Albert Cohen, ou Martin Eden, ou Jack London, est-ce que c'est vous, cet Oscar? Et d'autre part, je voulais aussi savoir, je suis très émue parce que vraiment, j'attendais cette interview pour vous parler et ça m'émeut de vous parler. Et parce que pour moi, la catégorie des gens que j'admire le plus au monde, ce sont les écrivains, avant tout. Et je voulais savoir aussi, quelle est votre démarche narrative? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, vous vous levez et vous dites « j'ai envie d'écrire un livre là-dessus » Est-ce que ça vient comme ça? Est-ce que ça vient après un bon moment? Je ne sais pas, il y a quelque chose, un déclencheur. Et je voulais savoir ça. J'ai envie de connaître un petit peu votre vie au travers de vos écrits. Merci, Odile. Merci pour votre question. On partage la fascination pour les écrivains. Depuis toujours, et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette maladie de placer la littérature au-dessus du reste. Ça ne veut pas dire que je sois un intello, mais ça veut dire simplement que j'avais envie d'être un écrivain. Je trouvais que ces gens-là avaient l'air d'avoir une vie géniale, totalement libre, totalement fantasque ou très chiante, mais que c'était des gens que j'admirais, que j'avais envie de faire partie de ce club. C'est aussi bête que ça. Octave Parengo, c'est pratique d'avoir un alter ego parce que les écrivains que j'aime, vous en avez cité, ils ont souvent eu ce système-là. Vous en avez cité des anciens, mais Charles Bukowski, par exemple, il avait Hank Chinaski, John Fante, il avait Arturo Bandini, c'est-à-dire un double, une sorte de double, mais un peu plus intéressant que soi, parce qu'en fait, ma vie à moi, elle n'est pas aussi spectaculaire ou flamboyante ou même décadente que celle d'Octave. Moi, je suis un bon père de famille, voilà, j'ai 3 enfants, enfin, si je racontais ça,
Ça ne m'intéresserait même pas, moi. Et donc, l'avantage d'Octave, c'est que je projette en lui tout ce qu'il y a de plus fou dans mon cerveau, en fait. Les tentations, l'autodestruction, les obsessions sexuelles, l'alcool, enfin, la nuit, tout ce monde-là, je l'exagère beaucoup et grâce à Octave. Et c'est très agréable. Et puis, je me souviens d'un entretien de Frédéric Dard où il avait parlé de San Antonio un peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il écrivait des livres sous le nom de Frédéric Dard, ils ne se vendaient pas. Et puis, quand il devenait San Antonio, alors là, ça marchait. Et j'ai ce problème-là avec Octave, parce que les livres où je m'appelle Frédéric marchent moins bien. c'est assez fou, mais quand Octave revient, je pense que ça déclenche quelque chose en moi et que tout d'un coup, j'ai comme une sorte de montée de fièvre. Je prends une métaphore du jour. Hein. C'est que je suis dans un autre état quand je deviens Octave. Et j'écris différemment, d'ailleurs. J'écris d'une façon agressive, électrique, cynique, parfois même excessive, trop méchante parfois. Je me rends même pas compte. Je fais du mal, je fais de la peine à des gens. Mais c'est comme ça. Pour répondre à votre autre question sur comment naît un roman, eh ben, c'est peut-être quand il y a tout d'un coup ce genre d'état. On se retrouve dans un état où certains appellent ça les muses ou l'inspiration. Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut que ça sorte, il faut que quelque chose sorte. Et voilà, alors souvent, moi, quand j'écris, je suis en colère. C'est pour ça que mes livres, ils sont un peu... ils ont cette vulgarité enfin, comment dire... j'ai un peu honte parfois de la violence de ce que j'écris. Mais c'est parce que j'écris quand je suis énervé. Je pense qu'il y a des auteurs, j'imagine Tolstoï qui se réveillait tous les matins à 3 heures du matin pour écrire 10 pages sublimes. Et peut-être que lui était calme quand il écrivait. Moi, j'arrive pas à être calme quand j'écris. C'est comme ça. Chacun a ses problèmes. Hein. Alors, j'ai une dernière question, parce que on arrive à la fin, de Michael aux États-Unis. Moi, la situation actuelle me fait beaucoup penser au 11 septembre, car c'est une période qui sera marquante avec des conséquences graves, forcément. Et donc, ça me fait penser un peu à votre personnage dans Windows of the World, qui était au final confiné tout en haut de la tour, mais qui avait l'espoir de s'en sortir, tout en devenant de plus en plus inquiet et de plus en plus nostalgique de son passé au fur et à mesure que les événements avançaient. Donc, ça me fait penser à la situation d'aujourd'hui parce qu'on est aussi un peu nostalgique de notre passé, c'est-à-dire aller au resto, aller voir des matchs de foot, etc., etc. Donc, ma question, c'est, ne pensez-vous pas, même si j'aimerais bien que ça soit possible, mais ne pensez-vous pas que votre appel du 3 mai se termine comme une sorte de 11 septembre de l'humanité, où tout s'effondre? On fait la révolution et que, au final, ça ne se passe pas comme on en avait eu l'intention parce qu'on était bien intentionné le 3 mai, mais au final, le virus aura raison de nous. Mais on est menacé par toutes sortes de catastrophes. On est menacé par les attentats terroristes, on peut traverser la rue sans regarder, être écrasé par un poids lourd, par un bus. On peut, je sais pas, s'électrocuter en prenant un bain. Enfin, je veux dire, la vie n'est que catastrophe. En fait, vivre, c'est slalomer entre des tragédies constamment, tout le temps. Donc, je dis pas que on doit être imprudent et tout d'un coup désobéir à tous les conseils des médecins. Mais peut-être qu'il faut avoir conscience de ce qu'on est en train de sacrifier, parce que ce qu'on est en train de sacrifier n'est pas léger. Ça n'est pas, on n'est pas en train de, comment dire, ce qui s'est passé là, on l'a fait très bien pendant 2 mois et j'étais pour. Ce qui va se passer maintenant est très important. Voilà. Si on décide que toute l'humanité doit vivre autrement et qu'on ne pourra plus jamais se comporter comme des êtres vivants, aimant les autres, allant vers les autres,
Non, je crois que ça vaut pas le coup. En tout cas, ce virus ne mérite pas tant d'honneur, premièrement. Et deuxièmement, ça mérite un débat qui n'a pas lieu. Il faut que ce débat ait lieu. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis que maintenant, on doit débattre sur fallait-il vraiment faire tout ça? Et si oui, quand est-ce que ça s'arrête? Et ça doit s'arrêter le plus tôt possible. Et puis qu'on en parle, qu'on arrête de parler que de débats entre médicaments. Je m'en fous, moi, ça c'est un problème de chercheurs. Mais je voudrais qu'on ait un débat sur qui êtes-vous pour nous dire de sacrifier le théâtre, le cinéma, la musique, le sport. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Écoutez, moi, j'aime beaucoup cette question de la fin. Je vais repasser très rapidement la parole à Patrick. Vous êtes tout à fait, Frédéric, dans la tendance de la mouvance de riposte, la parole sans gants et sans masque. Et je prends très au sérieux, vraiment, votre mouvement de désobéissance festive et aussi ce débat qu'il faut absolument, qui doit absolument avoir lieu. On ne peut pas être complètement soumis au pouvoir médical. Et je reviendrai avec vous plus tard, on échangera sur la question, mais je vais mettre en place cet appel. J'ai l'habitude de mettre en place ce genre de mouvement en tant qu'activiste droits de l'homme, etc. Je ferai en sorte que ça prenne vie. Et je repasse la parole à Patrick pour la conclusion. Merci. Ça sera très rapide parce qu'en fait, c'est vrai que sous des dehors légers, même dans l'intitulé de la conférence, des choses assez graves ont été dites. Et que plus tard, on se reposera des questions sur la manière dont on vivait le 3 mai 2020 dans ce beau pays qui est la France, ou chez vous, Sophie, à Londres, et que cette soumission dont parlait très délicatement quand même, puisque c'était une rébellion, mais c'était pas une révolution dont parlait Frédéric en début. Cette soumission nous pose beaucoup de questions sur la suite, sur ce qui se passera. Et on peut même faire des parallèles avec ce qui s'est passé naguère. Vous savez, quand on a vu commencer à fleurir les lettres de délation parce que le voisin avait sorti 2 fois la poubelle dans la journée ou que la voisine avait promené 3 fois le chien, ça fleurait pas très bon, quoi. On se disait, on a connu ça. Donc, il faut faire attention parce que la nature humaine reprend ses droits très, très vite et que parfois, elle peut être féroce et évidemment décevante. Donc, vive la littérature, vive les livres, vive les idées qui nous emportent, les passeports pour la liberté. Voilà, c'est ça. Et ces livres qui nous manquent cruellement, puisqu'ils ne sont pas encore distribués actuellement, et j'espère qu'ils le seront à nouveau à partir du 11 mai de lundi prochain. Ces livres, ils sont vraiment très importants pour que les gens découvrent ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes et ce qu'il y avait à l'intérieur de gens qui ont vécu bien avant eux. Et donc, voilà, j'espère que les livres n'en prendront pas un coup sur la tronche parce qu'ils ne le méritent vraiment pas. Pas davantage que les spectacles musicaux, les concerts lectures que j'affectionnais, voilà, des tas de choses qui font partie de ce qu'on appelle la culture et peut-être de ce raffinement à la fois français et d'un esprit 18e, 19e qui ne doit pas disparaître. Voilà, j'espère qu'on va se quitter sur cette touche un peu optimiste et que Frédéric va pouvoir refaire du surf dans quelques minutes. Là, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci Patrick. À très bientôt et on se tient au courant pour le mouvement du 3 mai. Non, vraiment. Je suis très sérieuse. Oui, mais moi aussi. On se rappelle. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Salut, Frédéric.